Ah, Charlemagne. Rien que le nom, ça évoque un empire, le père de l'Europe. Une figure tellement immense qu'on a l'impression qu'il a toujours régné seul, au sommet. Mais en réalité, l'histoire de son ascension vers le pouvoir absolu, elle commence tout autrement. Elle commence dans l'ombre d'un frère, un co-roi, dont le destin a absolument tout changé. C'est une question qui change toute la perspective, n'est-ce pas ? Parce qu'avant de devenir Charlemagne le Grand, il y avait simplement Charles qui partageait son royaume. Et la disparition soudaine de son partenaire de règne, c'est justement l'un des plus grands cold cases, si on peut dire, de toute l'époque carolingienne. Allez, regardons ça de plus près. D'un côté, on a Charlemagne. Plus de 40 ans de règne, un empire gigantesque, la totale. Et de l'autre, Carloman. 3 petites années à la tête d'un royaume fracturé. Alors la question est simple. Comment l'un devient une légende immortelle et l'autre une simple note en bas de page ? Pour comprendre, il faut tout reprendre depuis le début. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce Carloman Ier, qui était-il exactement ? Attention, on ne parle pas d'un vague cousin ou d'un petit rival de province. Non. C'était son frère cadet. Et pendant 3 ans, sur le papier, il était son égal, roi des Francs, tout comme lui. Ok, cette chronologie est hyper importante. Tout se joue en un temps record. 768. Leur père, Pépin le Bref, meurt. Hop, le royaume est partagé en deux. Pendant 3 ans, de 768 à 771, les 2 frères sont censés régner ensemble, disons plutôt côte à côte. Et puis, bam, 4 décembre 771, tout bascule. Carloman meurt. Et là, pour Charlemagne, c'est une autoroute qui s'ouvre devant lui. Il faut bien comprendre une chose. L'héritage de Pépin le Bref, c'était un cadeau empoisonné, une véritable bombe à retardement. Ces traditions franques de tout diviser entre les fils, c'était la recette parfaite pour le conflit. Et dans ce cas précis, ça n'a pas loupé. Et regardez ce détail, le symbolisme est incroyable. Ils ne sont même pas sacrés au même endroit, le même jour, d'accord, mais chacun dans sa ville. Charlemagne à Noyon, Carloman à Soissons. Dès le premier jour, la division est actée, gravée dans la pierre. C'est un message très clair. Leur règne conjoint s'annonce tout sauf uni. Alors concrètement, comment ce royaume a-t-il été découpé ? Charlemagne récupère une longue bande de territoire à l'ouest. Carloman, lui, obtient les terres de l'est, le cœur historique de la dynastie. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est quand on regarde la carte. Le royaume de Carloman encercle presque entièrement celui de son frère. Stratégiquement, c'est un cauchemar. C'est un partage fait pour que ça explose. On s'en doute, avec un tel départ, la situation ne va pas s'arranger. Très vite, les tensions politiques deviennent une rivalité personnelle ouverte. Leur alliance était au mieux de façade. Les chroniques de l'époque sont formelles. Les 2 frères se détestaient. L'épisode le plus parlant, c'est la révolte en Aquitaine en 769. Charlemagne appelle son frère à l'aide, Carloman arrive avec son armée, puis il fait demi-tour et le plante là, en public. C'est une humiliation terrible. Au milieu de tout ça, leur mère, Bertrade, passe son temps à faire la navette entre les deux pour jouer les pompiers. Voilà, c'est dit. L'animosité était déclarée. C'est on ne peut plus clair. On n'est plus dans la petite querelle de pouvoir, on est dans une hostilité profonde. À la fin de l'année 771, tout le monde sent que le royaume franc est au bord de la guerre civile. Et c'est là, pile à ce moment-là, alors que le conflit semble totalement inévitable, que le destin, ou peut-être autre chose, intervient de la manière la plus spectaculaire qui soit. 20. C'est l'âge qu'avait Carloman quand il est marre. 20 ans, à peine sorti de l'adolescence. A priori en pleine santé. Et roi. Personne, mais alors absolument personne, ne s'y attendait. Alors, la question à 1 million, de quoi est-il mort ? L'histoire officielle, ou du moins ce qui en reste, parle d'une maladie foudroyante. Une chronique mentionne un énorme saignement donné. Mais ce qui est étrange, c'est le manque de détails dans les sources de l'époque. Pour la mort d'un roi, ce silence, il est suspect. Il est même assourdissant. Forcément, la question se pose. Simple et tragique maladie ou crime parfait. La mort de Carloman est si incroyablement opportune pour son frère qu'il est difficile de croire à une simple coïncidence. Pour s'en faire une idée, le plus simple est de regarder ce que fait Charlemagne juste après. Parce que la réaction de Charlemagne n'a rien de celle d'un frère en deuil. C'est celle d'un homme politique calculateur qui voit une occasion en or et qui saute dessus. Il agit vite, très vite, et de manière absolument impitoyable. La séquence des événements est un modèle d'efficacité. La vitesse d'exécution est folle. Il n'y a aucun flottement. À peine la nouvelle de la mort de Carloman est-elle connue que Charlemagne fonce. Il s'assure la loyauté des proches de son frère et se fait proclamer roi de tout le royaume. Et les enfants de Carloman, ses neveux, leur droit à la succession ? Balayés, complètement ignorés. Et s'il fallait une preuve de l'ambiance de l'époque, il suffit de regarder ce que fait Gerberge, la veuve de Carloman. Elle ne reste pas pour négocier ou plaider la cause de ses enfants.
Non, elle les prend avec elle et elle s'enfuit. Elle ne fuit pas un envahisseur étranger, elle fuit son propre beau-frère. C'est l'acte de quelqu'un qui est convaincu que sa vie et celle de ses enfants sont en danger de mort. Et Charlemagne, il se sert de cette fuite comme d'un prétexte en or pour déshériter officiellement ses neveux. C'est d'une habileté redoutable. Quelques années plus tard, il envahit le royaume des Lombards où il s'était réfugié et il les capture, Gerberge et ses fils. Et après ça, plus rien. Silence radio. Ils disparaissent des archives, probablement tonsurés et enfermés à vie dans un monastère. La lignée de Carloman est éradiquée. Alors, au final, que faut-il en penser ? Charlemagne, un homme incroyablement chanceux ou un meurtrier d'une efficacité glaciale? L'histoire ne donne pas de réponse toute faite, bien sûr, mais elle laisse derrière elle une montagne d'indices, et ils sont pour le moins troublants. Allez, on met les deux thèses face à face. D'un côté, il n'y a aucune preuve directe, aucune source de l'époque qui accuse formellement Charlemagne. C'était un roi connu pour sa piété. D'un autre côté, le mobile est énorme. Cette mort met fin à une guerre civile annoncée. Et ses actions pour écarter ses neveux montrent un pragmatisme brutal qui ne colle pas vraiment avec l'image d'un simple spectateur chanceux. Cette analyse résume parfaitement le paradoxe. Charlemagne a pu se plaindre de la méfiance de sa belle-sœur, mais en s'emparant du trône qui revenait de droit à ses enfants, il a lui-même prouvé que ses craintes à elle étaient totalement fondées. Ce sont ses propres actes qui alimentent le soupçon depuis plus de 1000 ans. Finalement, le mystère de la mort de Carloman nous rappelle cette vérité essentielle. L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire que nous connaissons, c'est celle qui a été préservée, souvent par ceux qui ont le plus bénéficié des événements. La disparition de Carloman a permis la naissance de l'empire de Charlemagne. Sans cette mort si opportune, le visage de l'Europe serait peut-être radicalement différent aujourd'hui. Une pensée qui laisse songeur.